bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan du mois de janvier. Il est plutôt pas mal puisqu'il y a beaucoup de très bonnes lectures mais un seul vrai coup de cœur. À croire que je deviens peut-être un peu difficile. En tout cas on va parler de tous ces livres. Il y en a 5 que j'ai déjà évoqué en long, en large, en travers, en diagonale dans mon vlog La Bataille Livresque que je vous mets juste là, qui était mon vlog de début d'année sur les 2 premières semaines où je lisais un titre parmi les top 10 de 5 de mes amis et où je l'ai noté, je faisais un classement à la fin. Du coup je vais passer quand même assez rapidement sur cela puisque je vous ai fait un long détail dans ce vlog. Et donc on va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu. Il s'agit d'Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. C'est une réécriture de La Belle et la Bête avec un personnage principal qui est handicapé et ça c'est vachement cool. Et je trouvais aussi que la réécriture était quand même assez originale puisque à la fois il y a des enjeux quand même assez différents de ce qu'on peut trouver à mon sens, et aussi j'ai trouvé que les scènes qui étaient un petit peu des clins d'œil au dessin animé étaient vachement bien réalisées parce que ça faisait pas non plus copier-coller. Et dans l'ensemble j'ai vraiment adoré cette lecture, la bataille de fin était épique, j'ai hâte de me plonger dans le second tome, vraiment c'était une très bonne lecture. Je sais pas ce qui m'a manqué pour le coup de cœur mais c'est une très bonne lecture et j'ai mis mes petits post-it là. Donc voilà, première lecture de l'année, première lecture de janvier. Très bonne découverte, vivement le tome 2. Le deuxième livre que j'ai lu pour cette vidéo et que j'ai énormément apprécié également, il s'agit du tome 1 de La Guilde des Ombres d'Alatrice, publié chez Plume Blanche. Donc je dis le tome 1 parce que j'ai lu le 1.1 et 1.2 puisque je considère que si c'est un tome entier il faut le lire comme tel parce que sinon au niveau du rythme on y perd, parce que par exemple les premières parties, en général quand vous avez des romans qui sont comme ça divisés en deux, la première partie est très longue puisque elle est vraiment comment dire, elle sert vraiment de mise en contexte, alors que la seconde partie en général c'est beaucoup plus d'action, beaucoup plus de bagarre, et du coup je trouve qu'il faut mieux le lire comme une œuvre en entier pour se faire une vraie opinion du tome. Sinon le rythme est très inégal en fait selon les parties qu'on choisit. Donc j'ai décidé de lire les deux. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, je vais pas vous mentir, parce qu'en plus ce sont des belles bêtes de 500 pages avec très peu de marge. Même si j'en ai écouté une bonne partie en audio, et d'ailleurs si j'avais pas fait ça j'aurais jamais pu lire les 5 livres que j'ai lus en 2 semaines. On va suivre l'histoire de Panama qui va en fait tout simplement intégrer la Guilde des Ombres après un tragique accident qui révèle ses pouvoirs au grand jour, puisque elle a un don un peu céleste. C'est la fille, enfin pas la fille mais c'est la descendante d'une déesse, la déesse de la mort, et elle peut d'un simple toucher tuer les personnes. Elle est donc amenée dans cette guilde et là on va découvrir un monde complexe, un monde fourni avec d'énormes enjeux politiques. On va découvrir des personnes qu'on a très envie de détester et d'ailleurs qu'on déteste de tout notre cœur, des personnages qui au début passent pour des gentils mais qui finalement sont des antagonistes, je dirais même des gros en tout cas voilà, c'était une très bonne lecture, je me suis régalée, j'ai hâte de connaître la suite. Alors c'est sûr qu'à chaque fois c'est quand même une entreprise de lire un tome, mais j'aimerais bien finir la saga dans l'année puisque mon objectif cette année c'est de terminer les sagas. Donc vu que je sais qu'elle sera terminée en avril puisque le dernier tome, le 3e tome sort en avril, j'aimerais bien lire le second tome vers le milieu d'année et le 3e tome en fin d'année, parce que comme je vous dis c'est quand même des grosses pavasses, il faut pouvoir les caser, mais en tout cas j'espère bien finir cette saga cette année. Le 3e livre que j'ai lu, en fait je l'ai abandonné, il s'agit de Zodiac Academy. C'est un VO que j'ai lu sur liseuse, donc en e-book. C'est un... comment vous expliquer cette histoire? C'est une histoire de fantasy romance avec beaucoup de harcèlement et beaucoup d'êtres magiques dans un monde tout. Vous avez des licornes, des loups-garous, des vampires, tout ce que vous connaissez, tout est dans le monde. C'est un monde qui pour moi semble quand même très fouillis. Alors par contre, il annonce voilà, qu'on peut creuser, on peut avoir vraiment des univers de fous, mais moi j'ai pas du tout apprécié ni la plume ni le côté harcèlement. C'est quelque chose qui me braque tout de suite. Je sais que j'aime pas du tout ça, j'aime pas lire ça en tout cas, enfin j'aime pas ça non plus dans la vraie vie, hein, mais je sais que même Le Prince Cruel déjà j'avais grincé des dents, alors c'était pas très étonnant
que voilà, le Zodiac Academy, alors que c'est de la romance de harcèlement. Voilà, c'est pas trop passé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cette saga et enfin voilà, chacun ses goûts. C'est juste que moi, les thématiques de harcèlement, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc c'était mon premier abandon de l'année. Et tant qu'on y est, j'ai aussi abandonné Witches Steeped in Gold de Shannon Smart, qui va être traduit chez De Sexus en février, donc les sorcières d'or, je sais plus le nom en français. Pourquoi j'ai abandonné cette lecture? C'est de la fantaisie africaine avec des clans, avec de la magie, et en fait ben, je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai rien compris. Voilà, j'ai trouvé que c'était très complexe, on n'arrête pas de changer de point de vue, on comprend pas la linéarité des événements, on comprend pas le système de magie, enfin moi franchement j'étais perdue. J'étais perdue et vu les avis très mitigés, j'ai pas eu envie de perdre plus de temps que ça, sachant que déjà j'avais du mal avec le début. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner. Maintenant voilà, quand on n'aime pas, quand on n'est pas à fond, on abandonne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu une enquête de Béatrice Hyde Clark, donc le premier tome, Une insolente curiosité de Lynn Messina, publié aux éditions Les Escales, et j'ai été un peu déçue. C'était le livre d'Aurélie, pourtant Aurélie, ma copine... ma grande copine, et en plus c'est un peu le livre qui pour moi me fait penser à elle parce qu'elle le lisait la première fois qu'on s'est rencontrés, donc j'avais très envie de l'aimer, mais il y a quelque chose qui m'a un peu dérangée, c'est que j'avais pas vraiment l'impression que Béatrice elle menait l'enquête, j'avais plus l'impression qu'elle entendait des ragots et qu'elle faisait des conclusions, et c'est pas le genre de cosy mystery qui me plaît. Maintenant je le sais, voilà, ce genre de bruit de comptoir on va dire, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère vraiment de l'enquête active plutôt que des on-dit. Il y a forcément des on-dit dans une enquête, mais un peu plus d'action, voilà. Donc j'ai été un peu déçue. Tant pis, bah voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas, c'est juste une affaire de goût. Et comme disait un sage homme, c'est-à-dire mon grand-père, affaire de goût, point de dispute. Vous le prendrez comme vous le voulez. En tout cas voilà, c'est dommage, je n'ai pas vraiment apprécié ce roman, mais il n'est pas mauvais et je lui trouve objectivement plein de qualités. C'est juste que ce n'est pas un livre qui fait partie de mes goûts personnels, mais c'est comme ça. Autre livre, et dernier livre d'ailleurs que j'ai lu pendant cette bataille livresque, il s'agit de Pachinko de Min Jin-hui, publié chez HarperCollins, mais en grand format c'était chez Charleston. C'est une histoire de famille, une saga familiale sur une famille coréenne qui émigre au Japon dans les années 30, et on va suivre des années 30 à peu près à nos jours, sous fond de tout ce qui s'est passé là-bas au Japon, la Seconde Guerre mondiale, l'annexion de la Corée, enfin plein de choses, mais ce qui est très joliment fait, c'est que même si on en parle, on l'évoque, ça ne fait pas partie de l'histoire de... Voilà, l'histoire principale. Aucun des personnages n'est vraiment directement lié... Enfin voilà, on sent que c'est de la mise en contexte, mais que l'histoire, elle n'est pas là. Elle n'est pas à raconter des événements historiques. Elle est à propos de cette famille. Et j'ai trouvé que c'était une écriture très poétique, c'était très beau. Et vraiment, j'ai dévoré ce roman. Je l'ai trouvé très émouvant. Et j'aimerais énormément lire les prochains récits de l'autrice, parce que vraiment, je trouvais que c'était une réussite, une très belle histoire, avec beaucoup de mélancolie et de poésie malgré des événements très durs. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture, je vous recommande pour les personnes qui aiment la littérature asiatique et les histoires de famille, parce que voilà, c'était une belle histoire. Ensuite, j'ai lu La Bête, Crescent City de Maison du Ciel et du Souffle de Sarah J. Maas, et ce fut une très bonne lecture, une très bonne lecture, bien que pas un coup de cœur comme le premier. Pourquoi comment dire? Déjà, une histoire, c'est une histoire de Bryce qui est mi-humaine, mi-fae et qui évolue dans un univers très... c'est de l'urban fantasy, hein, très axé sur les différents clans. Vous avez des sorcières, vous avez des démons, vous avez des anges, vous avez des loups-garous, voilà. Ce sont des clans un petit peu entre eux, et elle navigue un petit peu au milieu de tout ça parce qu'elle est à moitié fae, mais en même temps elle l'est pas totalement, et du coup elle n'est pas forcément très bien acceptée, surtout que c'est la fille bâtarde du roi des fae en fait, mais qui ne l'accepte pas vraiment.
Un jour elle va être témoin d'un événement vraiment déchirant pour elle qui va lui créer des traumatismes, et un an plus tard on va lui demander de faire équipe avec un ange déchu qui avait tenté de faire une rébellion quelques années avant et qui a été mis en esclavage pour le punir en fait tout simplement. Et ils vont enquêter sur un meurtre qui ressemble de très près à ce que Danica a pu vivre donc l'année d'avant, et c'est surtout une romance slow burn. J'ai jamais vu une romance aussi slow burn et qui prenait autant son temps. Alors dans le tome 1 parce qu'après bon bah ils se connaissent mieux quoi. Et pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, bien que j'ai apprécié que ce soit pas c'est l'amour, on est ensemble, blablabla, voilà, qui est quand même des petites choses qui font que ça retarde un petit peu leur amour, que ça retarde les choses, et qu'en même temps ils s'aiment tellement, ils sont tellement attirés l'un vers l'autre qu'ils sont obligés de se retrouver. Enfin voilà, c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai bien apprécié aussi le fait qu'on développe d'autres personnages, bien que certains auraient pu briller un peu plus à mon sens. Je pense notamment à son demi-frère, qui pour moi a une place essentielle et qui ne brille pas encore assez. Pour en finir sur les choses qui vont très très bien, la fin... Comment je vais faire pour attendre maintenant? Comment je vais faire? C'est pas possible. C'est pas possible, je veux savoir ce qui se passe. Et puis je vais surtout tout relire. Toutes les séries, voilà, j'ai décidé. Je relis tout. Je relis tout ce qu'elle a écrit. Voilà. Je vous dirai pas pourquoi, ni comment, mais c'est important à mes yeux. Donc pourquoi ça n'a pas été le gros coup de cœur? Parce que même si je les ai pas trouvées si dérangeantes que ça, déjà un peu trop de scènes de fesses, voilà, qui n'avaient pas trop d'intérêt parfois. Pas toutes hein, mais certaines. Et puis il y a eu quand même un passage à vide au milieu. Il y a eu un passage un peu longuet, voilà, où il se passait pas grand chose. Voilà, mais on n'était pas là. On a frôlé le coup de cœur, mais je pense que elle avait tellement fait fort dans son premier tome que la barre était déjà très haut. Donc là c'est un peu moins haut, voilà. Ça reste une très bonne lecture, une de mes meilleures lectures du mois, et je suis fan de cette saga. Elle est vraiment trop chouette, elle est bien détaillée, elle est ultra construite, et moi j'adore, c'est tous les personnages. J'aime tous les personnages, même le Triton, je l'aime bien. Donc c'est vous dire, j'ai hâte qu'on ait la suite, mais alors on peut attendre hein, parce que c'est pas demain la veille, je vous le dis hein. Ensuite mon premier coup de cœur, et mon seul coup de cœur d'ailleurs du mois de janvier, il s'agit de Meurtre et Muffins aux myrtilles de Joanne Fluke. Donc c'est publié chez Cherche Midi, c'est le 3e tome des enquêtes d'Anna Swensen, et je vous ai fait un vlog dédié où je mène l'enquête en même temps que je lis, je vous le mets là, et où je pâtisse des muffins à la myrtille. Vraiment ça a été ma meilleure lecture du mois. Pourquoi? Bah parce que juste ça avait tout ce que je demandais. Du mignon, du drôle, des recettes, un meurtre, de la complicité entre sœurs, même un triangle amoureux qui me dérange absolument pas parce que même moi je sais pas lequel je préfère dans les deux prétendants, de la vraie enquête. Voilà, Anna elle met les mains dans le cambouis quoi, elle va pas juste entendre des choses. Vraiment j'ai trouvé que c'était trop chouette en fait, c'était vraiment trop chouette, et c'était le genre de lecture vous savez qui fait du bien. C'est pas un prix Nobel de la littérature, c'est pas intelligemment, voilà, philosophiquement écrit on va dire, mais c'est trop chouette, c'est trop chouette, ça fait trop du bien de lire des choses comme ça. C'est, même s'il y a un meurtre, c'est trop doudou, c'est trop cocon, j'adore cette saga vraiment. Plus ça va et plus j'aime. Et voilà, j'ai juste l'impression d'être dans un petit havre de paix quand je lis ça. Puis j'adore faire ces vidéos où je pâtisse, où je mène l'enquête, vraiment je m'éclate. C'est pas du tout mes vidéos les plus vues, à chaque fois ça va un flop monumental, mais moi je les aime tellement ces vidéos que je continuerai à les faire même si personne les regarde, c'est pas grave. Je vous dirai pas en plus si j'ai trouvé le meurtrier, mais je trouve que j'ai bien enquêté. Voilà. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment ma lecture doudou du mois, ma lecture préférée, et je suis trop contente de m'être lancée dans cette saga. Le prochain tome je vais le lire en avril je crois, par là, et c'est une tarte au citron meringuée. Oh, j'ai déjà trop hâte de la faire. Bref, voilà, c'était mon coup de cœur du mois.
Je l'avais oublié mais j'ai lu en lecture commune avec le Cozy Mystery Book Club sur Instagram le 3e tome des enquêtes de Sparks et Bainbridge, donc Règlement de compte à Kensington de Alison Moncler, qui est une saga de Cozy Mystery qui se passe dans l'après-Seconde Guerre mondiale à Londres. Donc dans le premier tome on suit Iris et Gwen qui forment une agence de matrimoniale en fait qui s'appelle le Bureau du mariage idéal, et une des personnes qui s'est inscrite se fait tuer et c'est un des hommes qui devait la rencontrer qui est également inscrit qui est soupçonné, et du coup elles vont commencer à mener l'enquête parce que c'est pas très bon pour leurs affaires, n'est-ce pas? Et dans ce 3e tome on va suivre une histoire de kidnapping, j'en dis pas plus. Mais c'était super chouette. J'avais adoré le premier tome et le deuxième m'avait déçu, mais m'avait déçu. J'étais tellement triste, j'avais trouvé ça plat, j'avais pas trouvé ça palpitant. Il y avait une intrigue qui pour moi était complètement ratée. Et celui-ci, il était tellement bien. Il y avait de l'action, on avait peur pour les personnages. Les personnages, ils sont incroyables. Ils ont une évolution qui est géniale. Moi j'adore l'évolution de Gwen, et puis Archie et Iris, je les trouve juste irrésistibles, je les trouve géniaux tous les deux ensemble. Enfin en fait il y avait tout ce que j'aime dans un thriller Cozy Mystery, c'était vraiment chouette aussi, presque un coup de cœur également. Voilà, il n'a pas manqué grand chose, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Et surtout ça m'a fait renouer avec la saga, parce que j'avais un petit peu peur que le premier tome soit bien et puis que le reste soit naze. Alors que là non, c'était juste que le 2e tome c'était un petit loupé pour moi en tout cas, et là trop bien, donc j'ai hâte que le 4e tome sorte. Je crois qu'il va sortir en avril s'ils suivent le programme de parution habituel. En tout cas voilà, c'est une saga que je recommande à tous les passionnés de Cozy Mystery et d'histoire. Ensuite je vais vous parler d'un livre qui a frôlé le coup de cœur, mais pareil, n'y est pas arrivé. Il s'agit de Promotion funeste de Naomi Novy, publié chez Pygmalion. C'est donc le 2e tome de la saga Schoolomance, donc la suite de Éducation meurtrière, que j'avais beaucoup aimé, malgré une plume que je n'accroche pas des masses à la plume, mais l'univers et les personnages sont tellement géniaux que tant pis, voilà, c'est pas grave, c'est pas très grave. Mais voilà, je suis encore un petit peu réticente par rapport à la plume, mais par contre l'univers est incroyable, il est génial, cette histoire d'école de magie où il n'y a même pas de professeur parce qu'en fait l'école est dangereuse et les enfants sont attaqués par des malais, donc c'est des espèces de démons constamment. Pour avoir son diplôme il faut traverser la salle des diplômes sans se faire tuer, enfin voilà, c'est trop bien fait, c'est trop bien fichu. Il y a toute une histoire de caste sociale aussi dans l'école avec en fait plus vous êtes en bas, plus vous avez plus vous êtes en bas, plus vous êtes avancé dans les années, plus vous avez de chemin à parcourir pour aller dans la salle de classe, plus vous avez de raisons de vous faire tuer. Il y a des gens qui s'échangent du dentifrice. Je sais que ça a l'air très bizarre ce que je viens de dire, mais ça prend vraiment sens quand vous lisez le roman. Et vraiment je suis amoureuse de cette école, je suis amoureuse du côté très Dark Academia, je suis amoureuse des personnages, notamment Orion qui en plus pour moi dans ce tome là prend vraiment une profondeur et autre chose qu'un simple chevalier servant un peu bonnet en fait. C'est vraiment, il prend de la consistance et de l'épaisseur dans ce tome et j'ai trouvé que ça lui rendait un magnifique hommage. Galadriel est toujours aussi incroyablement drôle et en colère, et pour moi il y a des petits parallèles avec Mercredi Adams, clairement. C'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Mais ce 2e tome a frôlé le coup de cœur je pense parce que la première partie était lente. Il se passait pas grand chose, c'était très redondant, on tournait un petit peu en boucle. Parce que là du coup c'est l'année où Galadriel et Orion et tous leurs amis passent leur diplôme et du coup ben ils doivent essayer de trouver un moyen de s'en sortir vivant en gros. Et j'ai trouvé que le début était vraiment redondant. Par contre à partir d'un certain moment où, pour ceux qui l'ont lu, ils arrivent dans le gymnase en fait d'entraînement, j'ai trouvé que là ça reprenait un rythme vraiment poussé, il y avait de l'action tout le temps, il y avait des réflexions, il y avait, voilà, j'ai trouvé que ça avait vraiment un nouveau souffle. Et cette fin encore, en fait j'ai l'impression que en janvier j'ai eu pas mal de fins qui m'ont... Je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas attendre avant de lire la suite. Alors si, je me dis toujours ça, mais j'attends souvent très longtemps avant de lire la suite. Mais voilà, c'était une fin qui était pour moi un coup de maître. Je peux pas dire plus, voilà, un coup de maître. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, même si comme je vous dis, vu que le début était un peu lent, on n'est pas sur un coup de cœur, mais
La deuxième partie rattrape tellement. En fait, pour tout vous dire, j'ai lu la première partie, donc 160 pages en 4-5 jours. Et j'ai lu la deuxième partie en un jour. Voilà, ceci explique cela. Après j'avais plus de temps, j'étais moins fatiguée aussi. Mais ce qui peut jouer en fait finalement. Mais voilà, c'était une très très bonne lecture et je vous recommande cette saga si vous aimez tout ce qui est un peu Dark Academia. Par contre c'est pas pour tout le monde, je pense que l'écriture plaira pas à tout le monde et voilà. Pas une saga que je recommande à tout le monde. Next, j'ai bouffé en un jour, oui un jour, L'Archipel des larmes de Camille Agrène, publié chez Le Livre de Poche et en grand format chez Calman Levy. C'est le 4e tome je crois de sa saga sur les enquêtrices féminines. Alors c'est en suédois c'est Flickorna och Mornet, mais je dois le prononcer comme une vache espagnole. C'est surtout en fait une saga qui reprend que des policières, que des enquêtrices, des femmes, qui met les femmes à l'honneur. Et dans ce tome là on va suivre en fait une enquête multigénérationnelle puisqu'elle commence en 1944 et qu'elle se termine dans les années 90 avec plusieurs enquêtrices, certaines qu'on connaît déjà, certaines qu'on ne connaît pas, qui nous sont présentées, et on va suivre un tueur en série qui va assassiner des jeunes femmes célibataires avec un enfant en bas âge et qui va les clouer au sol, un peu les crucifier au sol, et qui va leur mettre un signe de leur condition féminine dans la bouche. Ça va être une brosse de nettoyage, je sais plus ce qui, une cuillère en bois, voilà, enfin, un homme qui ne supporte pas en fait que les femmes travaillent. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Le tome d'avant m'avait un peu laissé de marbre, j'avais pas été convaincue du tout. Et du coup j'avais peur que finalement je me sois un peu lassée de la saga, et en fait pas du tout parce que je l'ai dévoré en un jour. Il fait 600 pages, 570 pages. Je l'ai dévoré en un jour. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. C'était tellement prenant, et puis le fait qu'on ait ces différentes époques avec différentes personnes, je trouve que ça a redonné vraiment beaucoup de rythme à cette enquête qui finalement est très longue puisqu'elle se... Voilà, elle dure sur des décennies et des décennies. Mais le fait de changer de point de vue, de pas toujours voir la même personne, je trouve que ça donnait beaucoup de rythme. Je n'ai pas eu d'enquêtrice ou d'époque préférée, et ça c'est chouette. Parce que souvent quand il y a plusieurs temporalités, il y a quand même une temporalité qui nous plaît plus, et là pas du tout. Vraiment j'ai adoré de A à Z, c'était trop chouette. Et en plus un thriller nordique pour l'hiver c'est parfait quoi. Enfin, ça donne envie de se mettre sous la couette, ça fait frissonner dans tous les sens, on parle de paysages enneigés en plus, donc vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup, et j'en lis très peu de thrillers, mais ça c'est... Enfin, j'en lis très peu, j'en lis un peu moins qu'avant, parce que je me suis un peu plus concentrée sur le Cozy Mystery, mais ça c'est une saga de thriller nordique que je n'ai pas envie d'arrêter et que j'ai envie de continuer, et j'aime beaucoup de toute façon les plumes nordiques, je me rends compte, voilà. Ensuite, j'ai bouffé en 2 jours, encore une fois, un livre que Calman Levy a eu la gentillesse de m'envoyer. Il s'agit de Recherche Gentleman Fortuné, guide à l'usage des jeunes filles, de Sophie Irwin, donc c'est publié chez Calman Levy. Ça a été publié en début de mois, le 18 il me semble, si je ne me trompe pas. Et là on est en 1818 et on va suivre Kitty, qui est une jeune femme qui est à la tête de sa famille puisque ses parents sont morts, mais surtout à la tête d'une sacrée montagne de dettes, et sa seule solution en fait pour s'en sortir c'est de marier quelqu'un qui est riche à souhait, et du coup elle va aller à Londres chez une amie de sa mère pour tenter de ferrer le plus gros poisson en gros. Sauf que elle va rencontrer Lord Radcliffe qui va au début lui mettre pas mal de bâtons dans les roues, voilà, parce qu'il a compris son petit jeu. C'est un espèce de Bridgerton mythe, orgueil et préjugés. Voilà, c'est quelque chose de très historique, de très joute verbale, de très mignon, de très... On sait qu'ils vont s'aimer à la fin, mais on adore les voir se détester. Voilà, c'est un roman que j'ai adoré, vraiment, j'étais trop fan, je l'ai dévoré. Je trouve que les codes historiques ont été très bien... retranscrit, il n'y a pas de passage superflu, tout a un but, j'ai adoré les joutes verbales, j'ai adoré le petit jeu qui se trame entre Kitty et Lord Radcliffe. C'était vraiment chouette, et j'ai bien aimé surtout qu'à la fin l'héroïne ne change pas non plus de but et de personnalité, et ça j'ai trouvé ça super chouette parce que c'est quand même assez rare, et qu'elle reste sur sa ligne directrice et qu'elle soit si forte et si... Parce qu'en fait on pourrait croire
que Kitty elle est très égoïste, qu'elle veut une vie riche, mais en fait non, elle veut mettre sa famille hors du besoin, elle a la responsabilité de mettre sa famille hors du besoin. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait c'est pas non plus un personnage détestable, pas du tout, parce que en fait ses intentions sont bonnes, mais c'est juste qu'elles sont bonnes pour certaines personnes et pour d'autres elles le sont pas, mais il y a une raison à tout ça, c'est pas juste pour elle-même, elle est pas du tout égoïste. Et du coup vraiment j'ai adoré ce roman, c'est un début de saga, je crois que le deuxième tome est prévu en anglais pour cette année, ou cette année, fin d'année, donc peut-être début 2024 on aura la suite. En tout cas vraiment trop chouette, si jamais vous aimez les romances d'historique, je vous le conseille à 1000%. Et enfin le dernier livre que je vous présente, il n'est plus vraiment à présenter puisque c'est le premier tome intégral de Le Trône de Fer de George R.R. Martin, la version illustrée de chez Pygmalion qui est sortie il y a 1 ou 2 mois avec de magnifiques illustrations. Voilà, alors ça ce sont les illustrations en couleur mais qu'on peut retrouver également à chaque début de chapitre en noir et blanc par exemple. Attendez, je vais vous en trouver une. On voit bien par exemple, ça c'est Daenerys qui regarde à la fenêtre. Voilà. Je ne présente plus Game of Thrones, hein. C'est un univers de fantasy politique avec de nombreuses maisons qui se disputent un trône en fait tout simplement, pendant que au nord une menace bien plus importante en fait pèse et que tout le monde s'en fout. En gros c'est ça. Voilà, on va suivre notamment la famille Stark, mais bon franchement vous connaissez Game of Thrones quand même. C'était vraiment chouette. Alors le premier tome est très similaire à la saison 1. Je savais qu'ils avaient quand même bien adapté le premier tome, les producteurs en fait, c'est après que ça part un petit peu en cacahuète, mais j'ai été très étonnée de voir à quel point c'est vraiment fidèle. C'est que toutes les scènes quasiment sont... non, toutes les scènes je pense. J'ai pas souvenir d'avoir une scène qui n'est pas dans la série. Et dans l'ordre. C'est dans le même ordre. La seule chose qui diffère, c'est que les personnages sont légèrement plus jeunes. Et autant vous dire que je me suis sentie un peu vieille quand j'ai vu que l'objet de mon attention avait 14 ans. Voilà. Rome, petit ange parti trop tôt. 14 ans. Voilà, j'ai fait... non. Donc voilà, ça m'a un petit peu... j'ai fait une tête un peu bizarre. Mais bon, voilà. Hein, j'ai vu la série avant, pour moi, Rob, c'est ce bel homme avec ses yeux bleus transperçants et cette barbe, voilà. Voilà, pour moi c'est lui, Rob, c'est pas le gamin de 14 ans. Mais en tout cas, vraiment, c'était trop chouette. J'avais un petit peu peur en m'y lançant parce que Feu et Sang, c'était quand même une écriture particulière, c'était quand même lourd. Mais en fait, pas du tout, c'est super accessible Game of Thrones. Surtout si vous avez vu la série, c'est genre ultra accessible. Ce qui va être intéressant, je pense, c'est la suite, parce qu'à partir de l'intégrale 2, je crois qu'il y a des choses qui changent de temporalité, c'est plus au même moment, il y a des choses qui sont rajoutées, qui n'ont pas été mises dans la série, voilà. À partir de l'intégrale 2, je crois que ça commence à dévier un petit peu de l'œuvre originale, du coup ce serait intéressant de comparer les deux, parce que là, clairement, à part l'âge, il n'y a pas de comparaison, c'est la même chose. Mais du coup c'est fou parce que dans la série j'étais amoureuse de Rob et dans le livre je suis amoureuse de Ned. Malgré le destin qui lui incombe, hein. Mais on me dit qu'il a 34 ans, sur les illustrations il est grave beau gosse, grave jeune, j'étais genre stunning. Bref, du coup voilà, c'était vraiment chouette, mais très fidèle à la série. Enfin, la série était très fidèle au livre et vivement le tome 2 pour commencer à avoir des divergences, de pouvoir comparer les œuvres entre elles, voilà. Mais par contre, très bel objet livre, hein. Il est magnifique, vous avez un signet en tissu, vous avez des illustrations qui sont sublimes, vraiment très bel objet livre, très bel objet livre. Et puis 1100 pages, plus les annexes avec des récaps des maisons, de plein de choses, voilà. Je crois qu'il y a 50 pages d'annexes, un truc comme ça. Bon, j'exagère. 40 pages. Il y a 40 pages d'annexes. Mais voilà, c'était une très bonne lecture. Pas un coup de cœur parce qu'en fait je connaissais toute l'histoire, donc j'ai pas eu de surprise. Mais c'était trop chouette de se replonger là-dedans, surtout après avoir vu la série House of the Dragon, qui était directement inspirée de Feu et Sang, que du coup j'avais lu en premier, donc là c'était un petit peu dans l'autre sens, je savais ce qui allait se passer et ensuite je regardais la série, bien qu'il y ait eu pas mal de liberté dans la série. Mais c'est chouette aussi de faire l'inverse. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan de janvier. Comme vous l'avez vu, de
très bonne lecture en globalité. Un seul coup de cœur, mais quand même il y a allez, 70% de mes lectures c'est du 4 ou 4,5 étoiles sur 5, donc très très bon. Il y a juste eu 2 abandons. Oh, mais j'ai oublié, j'en oublie un. Simplement parce que c'est une lecture audio, il s'agit du mémoire de Matthew Perry, publié en français chez Michel Lafon, mais moi je l'ai écouté en version américaine en audio, et du coup c'est Matthew Perry qui narrait lui-même son mémoire, qui parle de tous ses problèmes d'addiction, d'alcool, de drogue, tout ce qu'il a dû subir en fait pendant toutes ces années. On apprend beaucoup de lui, on apprend beaucoup de ses failles, de tout ce qu'il a dû traverser. On est très étonné parce que c'est vrai quand on le voit à la télé, on a l'impression qu'il va très très bien alors qu'en fait il était défoncé tout le temps, de la difficulté pour les personnes qui sont vraiment malades d'addiction, de sortir de tous ces cercles vicieux en fait, et c'était très 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 intéressant. Alors on sent que c'est pas un écrivain hein, parce que voilà, il y a des tournures de phrases qui sont pas folichonnes, il y a une phrase c'est que des gros mots, enfin voilà, mais c'était pas le but parce qu'en fait c'est un mémoire, c'est pas censé être un roman, et j'ai trouvé ça très incisif, très poignant et surtout très personnel. On sent que ça vient du cœur, que c'est pas un écrivain fantôme qui l'a écrit. Je pense qu'il a dû être aidé quand même, mais on sent que ça vient vraiment de lui. Et d'autant plus quand on l'écoute en fait, quand on l'écoute parler lui-même, on sent qu'il met ses tripes et que c'est lui. Et j'ai été très touchée en fait de son histoire, de son destin, de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il regrette, tout ce qu'il est content, mais en fait les bonnes choses de sa vie lui ont aussi apporté des très mauvaises choses en même temps, et j'ai trouvé ça très nuancé comme mémoire en fait, et j'ai été très touchée par cette histoire. Très bonne écoute, surtout en étant fan de Friends, j'ai beaucoup aimé retrouver un peu de Chandler, parce qu'au final, comme il le dit, Chandler c'est lui, mais qui a bien fini. C'est-à-dire que c'est lui qui a grandi, qui a évolué, alors que lui est resté au stade du Chandler de la saison 1, complètement paumé, qui utilise l'humour comme mécanisme de défense, qui sabote tout ce qu'il fait, et en fait c'est fou comme l'acteur et le personnage sont si similaires au début, et d'ailleurs il le dit lui-même quand il a découvert le script, il s'est dit mais en fait c'est moi, il n'y a que moi qui peux faire ce personnage parce que c'est moi, et c'est là que j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi de voir la divergence des chemins parcourus, et aussi en apprendre aussi un peu plus hein, sur tous les personnages de Friends, enfin tous les acteurs en tout cas qui ont incarné ces personnages. Et c'est touchant de voir à quel point ils sont amis. J'ai été quand même très étonnée qu'il soit à peine fait mention de Courtney Cox alors qu'ils ont une amitié incroyable. Même plusieurs personnes sont toujours en train de dire ils sont plus qu'amis, mais j'ai été très étonnée de la pudeur qu'il a fait, dont il a fait preuve en fait envers Courtney, alors qu'il déballe certaines histoires en public, mais il a été très réservé concernant Courtney Cox. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, cette fois c'est définitivement fini. Je vous ai bien parlé de tous les livres que j'ai lus ou écoutés en ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre lecture préférée de ce mois. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, mettez-moi un emoji calendrier parce que c'est le premier mois de l'année. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un petit pouce en l'air. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez à chaque vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.